Christophe, bonjour. Bonjour, Alors, vous représentez quelle maison d'édition? je suis le responsable des éditions Malpertuis qui existent depuis 13 ans environ et qui sont spécialisées dans la littérature fantastique. Alors, aujourd'hui, pour vous venir au sein de ce 11e Salon du Livre des Indépendants, quelle est la signification pour vous aujourd'hui d'être un éditeur indépendant? Un éditeur indépendant, c'est quelqu'un qui fait ce que son cœur lui dicte, avec toutes les difficultés matérielles que ça peut poser, puisque petit éditeur indépendant veut dire petit moyen, et veut dire aussi qu'on n'a pas toujours la possibilité de pousser des auteurs de talent qu'on repère aussi loin qu'on aimerait. Maintenant, ça veut dire aussi une grande liberté, et puis la possibilité d'avoir un contact direct avec nos lecteurs. Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes venu avec 3 livres. Alors j'aimerais dire très rapidement quelques mots de la production de Malpertuis, donc le fantastique qui est notre ligne éditoriale, qui est notre passion, hein, nous sommes deux. Mon camarade Thomas habite Épinal, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Le produit annuel de notre travail, c'est l'anthologie qui s'appelle Malpertuis, dans laquelle on met chaque année ce qu'on a reçu de mieux comme nouvelle fantastique. On en est au 10e numéro. Je souhaite dire aussi un tout petit mot des dossiers secrets de Harry Dixon. Harry Dixon, c'est un personnage de détective de l'étrange qui a été créé dans les années 1920-1930 par Jean Gray et qui affronte toujours toutes sortes d'étrangetés et de situations bizarres. Et comme Sherlock Holmes, il y a eu des auteurs qui ont envie de le faire continuer à vivre. Donc Brice Tarvel, qui a fait beaucoup de scénarios de bande dessinée, est un auteur qui nous a proposé une série d'histoires de Harry Dixon qui ont trouvé leur public chez Malpertuis. Et puis enfin, je voudrais dire un petit mot d'un auteur qui s'appelle Laurent Mantez, un auteur de très grand talent malgré sa très grande modestie, un auteur relativement jeune qui est de Toulouse, qui est pour moi un spécialiste de l'écriture horrifique, qui est un conteur du fantastique et de l'horreur qui est extraordinaire, qui parvient à renouveler les thèmes, qu'il s'agisse de nouvelles horrifiques ou bien d'un roman policier fantastique dans lequel un type paumé, chômeur dans une situation misérable, est embauché par une sorte de mafia, mais accessoirement se rend compte que l'une de ses mains s'est détachée de son corps et qu'elle semble animée d'une vie propre. Donc on voit le mélange des thèmes policiers et fantastiques. Et puis Laurent travaille actuellement sur un livre qui promet d'être magnifique, qui s'appelle Les Nouveaux Contes du Whisky, évidemment, hommage à Jean Ray pour les gens qui connaissent très grand auteur du fantastique francophone. Alors, une question, comment se fait justement l'édition et la parution d'un livre? Vous devez certainement recevoir des tas de manuscrits qui viennent certainement de la France et peut-être de l'étranger. Est-ce qu'il y a un cabinet de lecture qui lit les romans et combien lisez-vous finalement de livres par jour, peut-être par semaine? Quand on est petit éditeur, on est un homme orchestre, on s'occupe soi-même aussi bien de l'aspect éditorial que de la comptabilité, que de la création graphique pour la mise en page des livres et des couvertures et de toutes sortes de petites tâches comme ça. Donc forcément, ce sont nous les deux animateurs de Malpertuis qui lisons tout ce que nous souhaitons publier. Alors, après 13 ans d'existence, on a certains auteurs, comme je parlais tout à l'heure de Laurent Mantez, mais il y en a d'autres aussi, dont on reçoit plus particulièrement les prochaines productions et qu'on considère avec beaucoup d'attention parce que ce sont des gens dont on connaît le talent. Maintenant, il y a aussi les livres qui nous arrivent par mail, hein, plus tellement par la poste maintenant, c'est un peu encombrant dans une boîte à lettres. On reçoit un certain nombre de choses par mail qui ne sont pas toujours pour nous. Quand elles sont pour nous, elles ne sont pas toujours du niveau de qualité requis. Parfois, il arrive qu'on ait une merveilleuse surprise et donc le coup de cœur dont je parlais tout à l'heure, et dans ce cas-là, on peut... Peut-être une adresse internet? Alors l'adresse internet, www.ed comme édition, le tiret du 6, Malpertuis, Malpertuis, comme le célèbre roman de Jean Ray, .com, www.ed-malpertuis.com. Merci Christophe. Merci à vous. Kate, bonjour. Bonjour. Vous représentez quelle maison d'édition? C'est une édition indépendante de moi-même qui s'appelle Estepa Édition. Je l'ai fondée en 1996, suite à avoir fait beaucoup de livres uniques. Et puis je me rendais compte que
mon public va être très restreint. Alors j'avais des amis éditeurs. Et je dis, eh ben voilà, je passe à faire des éditions Alors, on le sent à votre accent. Êtes-vous anglaise, américaine? américaines. Américaine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une américaine vient écrire en France? Why? Oh non, bon, je suis en France depuis longtemps. Et je suis venue suite à mes études en sculpture en Italie. Et puis je m'intéressais toujours à la poésie, je défends beaucoup la poésie. Alors, justement, votre maison d'édition, puisque vous êtes seul, vous défendez uniquement la poésie? Non, pas uniquement. C'est vraiment texte et image. Je m'intéresse beaucoup. Moi-même, je suis artiste, peintre et sculpteur, avec longues années d'avoir fait la gravure. Et je m'intéresse toujours à la poésie, mais j'aime beaucoup faire venir deux personnes, deux disciplines. Texte, la personne qui fait le texte, la personne qui fait l'image. Aussi, j'écris un petit peu modèle. Et est-ce que vous-même, vous faites justement l'assemblage entre l'image et le texte, puisque vous peignez? Est-ce que vous-même, vous faites l'assemblage des deux? Pas toujours, ce n'est pas toujours moi qui fais l'image. Pourtant, avec cela, c'est moi et l'auteur est française. Alors là, vous allez nous lire un poème. Oui, Alors, quel est le poème que vous avez choisi? c'est Evelyne, c'est d'une poète, Evelyne Wilhelm, française, et le poème s'appelle Les Inaperçus. Et alors, les images viennent de moi. Vous voulez que je lise? Bien sûr. Une flaque de lumière déborde, son bruissement rumine un air en fuite. Sur l'autel de la page blanche, un point lumineux glisse dans le demi-jour. Sa complicité réinvente l'inaperçu. Les échos composent une attirance presque rien. Fragmente en apesanteur où chaque mot hésite. Bientôt l'orage, son chant fuit les caresses, chuchote des regrets éternels, éclaircie, venimeuse, manière de dire l'abandon. Encore une parole, au duvet froissé, méfiance sans limite. L'éclat du vent, sans dessus, voyage au gré des retouches. Sur le bord, un autre bord guette, sous l'influence des signes désorientés. Répétition de l'espace, poème où s'inscrit la couleur des larmes, l'inconnu répond qu'il était une fois. Eh bien, Kate, merci. Merci à vous. Et puis à bientôt. Alors, nous avons deux auteurs au féminin. Qu'est-ce que d'abord signifie pour vous une édition indépendante? Quelle est la signification pour deux femmes d'écrire dans des éditions indépendantes? Quelle est la signification pour vous, Catherine? Alors, moi c'est mon premier roman, et pour ce premier roman, j'ai cherché un éditeur, et j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Brancati des éditions Jeunes. Et pour moi, une édition indépendante, c'était déjà la chance d'avoir une vraie relation de direction d'ouvrage avec un professionnel qui m'aide bien sûr à
qui m'aident déjà à améliorer la qualité de mon livre, qui m'aident aussi à le développer, à le vendre, dans une relation très, très particulière et très riche avec un éditeur. Et vraiment en individualisé. C'est un rapport privilégié. J'ai trouvé que c'était un rapport privilégié. Je crois que Myriam a la même. Il est très beaucoup, enfin beaucoup plus, je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais en tous les cas, il est disponible à notre écoute. Et il y a vraiment un dialogue qui s'installe entre l'éditeur et l'auteur. Alors souvent, pour beaucoup de personnes, on a le sentiment également que les auteurs ont parfois des grandes lubies, ils se lèvent à 4 heures du matin, ils se promènent dans le parc, etc. Est-ce que vous avez, vous, ce genre de relation avec votre maison d'édition, ou vous pensez que vous êtes plutôt des personnes, des auteurs plutôt, entre guillemets, normales? Catherine? Alors, clairement, quand j'ai rencontré Gilles la première fois, il m'a tout à fait revenir les pieds sur terre sur le thème. C'est très difficile de gagner sa vie quand on écrit. Il faut que ce soit une passion. Il faut qu'on le fasse parce qu'on le porte en soi. Il aide, mais on est vraiment complètement des personnes normales. Moi, j'ai un métier. J'écris la nuit, le soir, le week-end. Et on est vraiment des personnes on porte ça, on a envie d'écrire, mais on est vraiment normal. Parce que Ah oui, complètement normal. Moi, j'accompagne la nuit, à 4 heures du matin, je me promène. Si je me promène, effectivement, je pense à ce que je suis en train d'écrire, mais voilà, ce n'est pas que ça. Alors abordons maintenant, Myriam, donc vous êtes venue avec 2 livres. 2 livres. Alors parlez-nous un peu de ces livres. Alors, le premier, paru chez Chum, c'est le tout premier roman qu'il a bien voulu nous vendre. La juge de Havre-Renard, c'est un policier, mais je me suis beaucoup attachée au personnage, à leur ressenti face à l'événement, face à une mort. Et je pense que c'est ça qui attire le lecteur, plus que l'enquête par elle-même. Il y a une enquête, bien évidemment, avec un coupable à la fin, et un peu de suspense, je pense, même un peu. Surtout la description du ressenti de tous les personnages. De tous les personnages. Vous avez plutôt axé sur la quintessence de ce qui animait vos personnages. Voilà, c'est ça. Et puis alors le deuxième livre. Et le deuxième, alors qui a été écrit avant le policier, là, je dois vous renard, c'est La médaille, que j'ai proposé à Gilles parce que je ne croyais pas trop au départ. Donc je l'avais gardé sous le coude pendant un moment. Et c'est aussi une enquête. L'un de mes personnages, le personnage principal, trouve une médaille et elle l'intrigue et elle veut savoir absolument d'où elle provient. Et on remonte toute l'histoire de la médaille depuis la fin du XVIIe siècle. Alors quand on remonte comme ça dans le passé, quand on raconte des histoires datant du XIXe siècle, je suppose qu'on va également passer beaucoup de temps dans une librairie pour trouver des points de détail, la décoration des maisons peut-être, les armes que l'on utilisait peut-être pour trucider les uns et les autres, que sais-je. Donc il y a aussi beaucoup de temps passé à la bibliothèque, ou plutôt sur Internet maintenant. Les deux. Les deux. Les deux. J'ai fait beaucoup de documentation chez moi aussi, sur les costumes, parce que le personnage qui détient la médaille est une chanteuse d'opérette. Et donc il y a toute la description des spectacles de l'époque, les costumes, les relations avec la chanteuse masculine. Et je fais beaucoup de recherches. Un gros travail de recherche dans cet ouvrage. Et puis pour vous, Catherine, alors également, votre roman, quelques mots. Alors, moi, c'est pas un polar, c'est un roman, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Hélène, qui est mère de famille, qui travaille, et qui, comme toutes les mères de famille, s'intéresse beaucoup à la scolarité de ses enfants et souhaite que ses enfants aillent dans les meilleurs établissements et réussissent. Et à partir de ce début d'histoire, c'est toute sa rencontre avec le système éducatif. J'ai souhaité que ce soit vu d'une manière très modérée, bienveillante et je dirais aussi documentée possible sans que ça se sente. Mais c'est pas que ça.
C'est vraiment l'histoire. J'ai vraiment voulu montrer qu'on était des personnes complètes, qui peut être à la fois mère, femme, au travail, tout ça au seuil de la cinquantaine. Et c'est un petit peu toute cette vie-là qui tourne autour de l'école, la relation avec son fils, et puis finalement une prise de conscience qu'elle n'a pas du tout au départ, que il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage pour que les choses s'améliorent. Alors les choses, là c'est sur le prisme de l'école, et que finalement, en s'engageant, en travaillant avec d'autres, on arrive à faire évoluer, à faire bouger les choses pour le mieux. Et on a le sentiment que c'est du vécu tout cela. Alors, c'est vrai que j'ai 10 ans d'engagement dans les associations de parents d'élèves derrière moi, et j'ai voulu aussi témoigner, parce que c'est vraiment on critique beaucoup en fait les gens qui s'engagent, etc. Mais j'ai voulu vraiment montrer avec beaucoup de bienveillance et oui, vraiment, ce travail de fond qui est fait, ce travail d'abnégation, et montrer que rien n'est blanc, rien n'est noir. Il y a du bon, il y a du bien, il y a du moins bien partout, mais il faut vraiment regarder le positif et avancer ensemble. Eh bien, est-ce que l'une ou l'autre pourrait nous donner le site internet de la maison d'édition? Bien sûr. Donc, c'est www.chemédition.com. Parfait. Eh bien, mesdames, merci. Et puis bon salon. Merci beaucoup. Et puis bonne lecture. Merci. Merci à vous. Mylène, bonjour. Bonjour, Alors, vous représentez quelle maison d'édition? la maison d'édition Chum, qui veut dire les potes, les amis en québécois. C'est bien, c'est ce que vous disiez, il y avait quelque chose de canadien avec le chum. Alors, comment avez-vous rencontré cette maison d'édition? Parce qu'on précise que vous êtes auteur. Oui. Et tout à l'heure, vous allez nous présenter donc, les 2 livres que vous avez écrits. Comment s'est passée cette rencontre avec cette maison d'édition? Alors j'avais envoyé d'abord les manuscrits à plusieurs maisons d'édition, notamment des grandes maisons d'édition, qui refusent la plupart du temps de nouveaux manuscrits. Et puis une personne m'a dit tu devrais aller voir vers les éditions Chum. C'est une nouvelle édition parce que je pense qu'elle date de 2014. Voilà, elle est récente dans le monde de l'édition. C'est une édition indépendante. Et du coup j'ai envoyé un manuscrit et puis Gilles Brancati, l'éditeur, a répondu présent et ça s'est fait comme ça. Voilà. Alors, les 2 livres que vous allez nous présenter, par lequel allez-vous commencer dans la sélection? Peut-être dans le premier, Ouais, et oui. puis ensuite celui qui vient de sortir. Donc, Voilà. on va commencer peut-être alors par Alors le premier, le tout premier. Alors, je suis là. voilà, Alors, je suis là. quelques mots sur ce livre. Donc je suis là, c'est une autobiographie, c'est un récit par les lieux, par les espaces que j'ai traversés, donc soit des lieux où j'ai vécu, des lieux de vacances, de voyage, des lieux rêvés aussi. Et donc ça peut se lire dans le désordre, c'est-à-dire c'est un roman, une autofiction, c'est classé dans les récits autofictionnels, mais ça peut se lire dans le désordre, c'est-à-dire ça peut se lire comme des nouvelles, chaque chapitre étant un lieu où j'évoque des sensations, des personnages, des histoires, des souvenirs, voilà. Alors après, des gens qui l'ont lu me disent qu'il y a un lien quand même, qu'il y a un fil, on va dire, du début à la fin, c'est la question du temps, c'est-à-dire faire le deuil du temps qui passe, la question de la mort, la question de la transmission, le lien entre les parents, les enfants, voilà. Et puis il y a aussi une histoire d'amour qui est racontée en filigrane, mais vraiment là, avec la question de la nostalgie du passé et puis l'inquiétude du temps qui passe. C'est un petit peu, voilà. Alors, le choix des lieux a-t-il été un choix difficile? Parce que des lieux, il y en a plein dans notre vie, et je suppose que dans votre vie également. Alors, comment s'est fait le choix justement de ces lieux? Oui, le choix s'est fait spontanément, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas dit tiens, en fait, ça s'est pris à l'envers. C'est-à-dire, moi, j'avais écrit longtemps, pendant 15-20 ans, des textes. Et j'en faisais rien, voilà. Et puis, je me suis dit, en les relisant, qu'est-ce qui les lie? Je me suis rendu compte que chacun des textes faisait référence à une époque et un lieu où j'avais vécu, que j'avais traversé. Et donc, c'est plutôt à l'envers que ça s'est... voilà. Et donc, j'ai trouvé une forme, en fait, par ces histoires d'espace, mais une fois après avoir écrit une partie des textes. Puis j'en ai rajouté, mais ceux qui venaient spontanément, ceux qui m'avaient marqué, en fait, ceux dans lesquels j'avais vécu des choses importantes, douloureuses ou heureuses, en tout cas qui m'avaient marqué dans une vie. Voilà. Et puis le tout dernier, alors le récent. Alors le récent, voilà. Donc c'est ce que la vie attend de toi. Et alors là, que raconte-t-il celui-ci?
qui dit ne te demande pas ce que tu attends de la vie, demande-toi ce que la vie attend de toi. C'est-à-dire essayer d'être actif au lieu d'attendre toujours quelque chose des autres ou de la vie. Et donc ça c'est un roman, ça raconte l'histoire d'un héros qui a une trentaine d'années, qui est un jeune musicien un peu en galère, qui justement peut-être attend beaucoup trop de la vie. Un jeune homme un peu déprimé, un petit peu perdu, qui a vécu les attentats, donc qui habitait à Paris au moment des attentats, et puis qui a l'opportunité de partir à Tel Aviv en Israël pour un contrat, alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il saute sur l'occasion. Et donc il y a deux histoires en parallèle. Il y a cette histoire, une histoire d'amour qu'il laisse à Paris, puisqu'il est amoureux d'une femme mariée avec qui une liaison adultère un peu complexe, qui va émailler un peu tout le récit. Et puis c'est un récit de voyage. En fait, le début c'est le décollage à Roissy, le retour c'est l'arrivée à Roissy. Et donc c'est la parenthèse en Israël. Sauf qu'à l'occasion de ce voyage musical, il va retrouver une partie de sa famille et donc une histoire douloureuse. De deuil aussi, de passé, voilà, notamment avec sa mère et son frère. Voilà, donc ça c'est pour le pitch. Après c'est vrai que ça parle aussi de musique. J'ai mis au début du livre, ce que j'avais vu dans pas mal de livres que j'ai aimé lire, moi une bande son, c'est-à-dire que j'ai mis les musiques que les gens peuvent trouver sur YouTube, notamment chantées par Avishai Cohen, de musique judéo-espagnole, qui serait le fond sonore en fait du livre, et les musiques que joue justement Raphaël, le personnage, pendant son voyage. Voilà. Donc vous avez fait une symbiose, un jumelage entre et la lecture et la bande son. Un peu Voilà, comme si, la musique et la lecture. est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur votre prochain? Oui, je suis en train de travailler sur un roman qui sera plutôt un roman historique, qui se passera en Algérie. Voilà, je suis en train de travailler sur une histoire de famille qui se passera en Algérie de 1940 à 1964, après la guerre d'Algérie. Voilà. Donc Jusqu'à l'indépendance. Voilà, c'est ça. Donc ça demande beaucoup de documentation. Ben alors bon courage. Hein. Merci en tout cas Mylène et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.